Écoutez, bonjour à tous. Peut-être, Christophe, tu veux commencer sur cette session consacrée. Bonjour à tous, je pense que nous allons pouvoir commencer en cette fin d'après-midi. Certains vont parler de nocturne, je pense que c'est le cas. Donc, je suis médecin psychiatre, Christophe Daudet, je ne suis pas du tout addictologue. Par contre, dans le champ de la neuromodulation et de la stimulation cérébrale transcrânienne, il est évident que le traitement, en tout cas les protocoles de traitement des troubles addictifs, fait peut-être pas encore le buzz, mais effectivement fait l'actualité. Et au dernier congrès de Brain Stimulation à Lisbonne, c'est effectivement dans le domaine de la recherche sur l'addiction et notamment sur l'alcool, les troubles d'utilisation d'alcool, qui effectivement a été promue en tant que chercheuse de l'année, Colleen Hanlon. Donc cette session dont je suis très heureux et honoré de participer en tant que modérateur tourne autour effectivement de la neuromodulation. On pourrait presque même dire autour de la deep TMS, autour de l'addiction et du TOC comme modèle de l'addiction. Alors nous aurons trois orateurs, un français et deux English speakers. Tu feras ta communication en français, en anglais, en français. Et nous commencerons donc par le professeur Bruno Millet, qui est professeur de psychiatrie aux universités de santé Paris-Sorbonne et qui est le responsable de l'unité STOCAD, qui est une unité de stimulation transcrânienne des troubles obsessionnels compulsifs, d'addiction et troubles affectifs, et Absolument, qui est un éminent spécialiste de ces circuits. Donc, te laissons la parole et absolument. tu sommes heureux de t'écouter. Alors, bonsoir à tous. On voit bien que aujourd'hui, le champ de la brain stimulation et de la neuromodulation a encore du mal à prendre dans les congrès d'addictologie. Nul doute que cela va changer parce que nous pensons, et nous sommes nombreux à le penser, que ces traitements par stimulation cérébrale peuvent être utiles au traitement de patients souffrant de troubles addictifs. Alors, je dois dire que moi, j'ai décidé de commencer et de proposer cette intervention à ce congrès auquel j'ai plaisir à venir, en commençant d'abord par prendre le modèle du trouble obsessionnel compulsif comme modèle d'addiction. Et en écoutant ce matin les présentations, cet après-midi encore sur la session consacrée à la co-occurrence stress post-traumatique et addiction, vous devez peut-être vous dire qu'on est assez loin de la co-occurrence trouble obsessionnel compulsif et addiction. Et pourtant, c'était cette présentation, c'est pour vous inviter à réfléchir à cette pathologie qui est peut-être moins connue et moins spectaculaire que les troubles addictifs, et puis pour vous amener progressivement à l'idée, en tout cas à l'hypothèse selon laquelle le modèle du trouble obsessionnel compulsif se marie bien et peut présenter certaines similitudes avec des troubles addictifs. Et vous allez voir aussi du coup que le trouble obsessionnel compulsif a beaucoup progressé ces dernières années. La connaissance du trouble obsessionnel compulsif a beaucoup progressé ces dernières années grâce aux techniques de stimulation cérébrale. Alors, voilà le plan que je vais suivre. Donc, je vais passer un petit peu de temps à vous présenter le trouble obsessionnel compulsif. Puis, je prendrai deux exemples d'addiction, l'addiction comportementale et l'addiction aux substances, pour vous montrer les similitudes qu'il peut y avoir en termes de physiopathologie, mais aussi en termes de thérapeutique. Alors, sur le trouble obsessionnel compulsif,
Finalement, c'est ce qui domine dans le trouble obsessionnel compulsif, c'est la pensée parasite. La pensée qui fait intrusion à l'esprit du sujet dont il ne peut se départir. Alors ça peut avoir avec la saleté, avec la peur de commettre un acte contre sa volonté, et il ne va pas sortir de cette problématique-là. Ce que entraîne cette idée obsédante, c'est un niveau d'anxiété extrêmement important, et ce qui est très surprenant, c'est que, enfin très surprenant quand on essaye d'examiner les choses sur le plan physiopathologique, c'est qu'il y a une réaction comportementale, une réaction, une compulsion, un comportement excessif, stéréotypé, que le sujet se sent obligé d'accomplir, même si l'on reconnaît le caractère absurde, le caractère excessif et le caractère perte de temps et l'isolement que cela peut entraîner. Et donc, ces gens-là vont être pris par ce parasitage de la pensée, avec des conséquences qui sont, je le disais à l'instant, l'isolement et l'enfermement dans la compulsivité. Alors, qu'est-ce que l'on sait de ce trouble? Aujourd'hui, on sait de ce trouble, après plus de 20 ou 30 ans d'études sur la physiologie, on sait d'abord que c'est une maladie. euh, alors, comment la définir? On pourrait dire de la perte du contrôle de la pensée, et en particulier la difficulté que les sujets souffrant de TOC ont, c'est inhiber leur propre pensée. C'est-à-dire que ce qu'ils voient émerger à leur esprit, c'est une pensée qu'ils ne contrôlent pas et qui accède à leur conscience. Vous allez me dire, c'est la définition de la pensée. Mais disons que c'est ce caractère incoercible qu'il va faire qu'ils vont ne pas pouvoir se réfréner et donc, en réponse à ça, être obligés d'accomplir des comportements. La plupart des études le montrent. Ce qui domine, je sais pas où est, pardon, c'est la plupart des, je sais pas si on peut le montrer, pointeur, hop, voilà. La plupart des études le montrent. Ce qui domine dans cette pathologie-là, lorsque l'on compare un groupe de patients souffrant de TOC à des sujets normaux, c'est l'hyperactivité préfrontale au niveau métabolique. Ça, c'est une étude de Baxter dans les années 92, et près de 20 ans plus tard, nous reproduisions cela avec une hyperactivité orbitofrontale que l'on retrouve sur un groupe de sujets TOC, à peu près une vingtaine de sujets TOC. Donc c'est dire que, alors ça se voit à un niveau groupal, au niveau individuel, la différence n'est pas suffisamment importante, et cette hyperactivité métabolique n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse considérer ce test comme un test utilisable et un outil de neuroimagerie utilisable à l'échelle individuelle, mais c'est une constante, c'est un des résultats les plus robustes que l'on observe. Il faut aussi ajouter qu'à cette hyperactivité préfrontale, une activité des ganglions de la base. Donc ces résultats ont conduit finalement à développer une physiopathologie, une réflexion sur la physiopathologie dans le trouble obsessionnel compulsif et l'implication de circuits corticaux sous-corticaux, c'est-à-dire de réseaux neuronaux qui finalement sont intégrés, chez le sujet normal, chez le sujet sain, et qui permettent de contrôler la motricité, mais aussi de contrôler les cognitions et de contrôler finalement ces idées obsédantes. Et à partir de là, et à partir de ces travaux de neuroimagerie, de physiopathologie sur ces circuits corticaux, eh bien, de la même façon que l'on intervient sur des sujets souffrant de pathologies motrices comme la dystonie ou la maladie de Parkinson, il est venu à l'idée d'intervenir chez des patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Nous allons le voir un petit peu plus tard. Mais ça a permis quand même de réfléchir beaucoup sur ces circuits finalement qui sont impliqués dans le trouble obsessionnel compulsif. Et dans ma réflexion, en comparant le TOC à des pathologies addictives, je me disais finalement les problèmes les patients qui souffrent de TOC
ont des problèmes de prise de décision. Nous allons voir que, évidemment, c'est le cas chez les patients souffrant de troubles addictifs. Il y a aussi un problème de contrôle de l'inhibition avec une tendance à surcontrôler leur inhibition, alors que c'est plutôt le contraire dans l'addiction. Troisième aspect, c'est l'évolution du trouble obsessionnel compulsif sur plusieurs années. En fait, il s'avère qu'à l'origine, le patient qui va accomplir ses compulsions, ses comportements répétitifs, le fait en réponse à une idée obsédante. Celui qui va commencer à se laver les mains et le corps le fait en réponse à l'idée obsédante que son corps est sale ou qu'il est potentiellement contaminé. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la pathologie, le trouble obsessionnel compulsif va développer des réseaux, on va dire, plus dorsaux, plus en charge des aspects comportementaux et moteurs, et la procédure va devenir automatique au point que lorsque l'on interroge des patients souffrant de TOC et qu'on leur demande les raisons pour lesquelles ils accomplissent leur lavage de mains ou leur lavage de corps, ils répondent la plupart du temps que c'est en rapport avec l'obsession de la saleté, mais la procédure comportementale, elle est acquise, elle est programmée et elle est souvent, j'allais dire, rédhibitoire, presque irréversible à essayer de supprimer. Alors, aujourd'hui, les thérapeutiques dans le TOC, ben, on utilise, et je vais assez vite, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et qui permettent de traiter les obsessions. C'est probablement ces médicaments-là qui agissent le mieux sur le parasitage et la diminution de la fréquence des pensées obsédantes. Et le traitement des compulsions, on va utiliser l'exposition avec prévention de la réponse, une technique, une thérapie comportementale qui consiste finalement à proposer aux patients de s'exposer à ce qu'ils redoutent et de ne pas effectuer l'accomplissement de ces rituels de lavage qui ne font que conditionner l'individu à son comportement compulsif. Et les outils d'évaluation, l'outil d'évaluation le plus connu, c'est la Y-Box, la Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, et vous allez voir que aussi maintenant dans les addictions, un certain nombre d'outils sont issus de cette technique. Alors, sur les thérapeutiques, dans le TOC, il y a aujourd'hui des thérapeutiques autres que les médicaments et les psychothérapies, c'est les techniques de stimulation cérébrale. Alors, je devrais peut-être commencer par la technique la plus invasive, celle qui a conduit à l'usage de la RTMS, mais toujours est-il que vous allez voir un certain nombre de données sur la RTMS dans le trouble obsessionnel compulsif. Nous avons, nous, publié en 2014 un papier dans Translational Psychiatry montrant que l'inhibition à basse fréquence du cortex orbitofrontal améliorait la symptomatologie obsessionnelle et compulsive. De la même façon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que une équipe israélienne, coordonnée, je crois, par Abraham Zangen, qui va suivre, est soutenue par une entreprise qui est Brainsway, a développé l'usage de la Deep RTMS, donc la RTMS, mais appliquée grâce à une technique spécifique qui est l'usage d'un casque qui permet d'aller plus en profondeur et d'atteindre certaines structures spécifiques comme le cortex singulaire, eh bien, cette équipe a montré l'efficacité de la Deep RTMS dans un papier qui a été publié en 2018 dans le journal Brain Stimulation, où vous voyez ici en abscisse donc le temps, on va jusqu'à 8 semaines, et puis en ordonnée la Y-Box. Et lorsque vous comparez les sujets souffrant de TOC, mais certains présentent la stimulation, la vraie stimulation avec le Brainsway, et les autres présentent une stimulation sham, il existe une différence significative qui apparaît dès la 4e semaine. Donc, un certain nombre d'arguments pour dire que déjà, la stimulation magnétique transcrânienne est efficace dans le trouble obsessionnel compulsif. Alors, juste pour dire aussi que
Dans le TOC, ce qui a changé aussi la pathologie, c'est la connaissance que nous avons et l'utilisation de la stimulation cérébrale profonde, du noyau subthalamique d'un côté, c'est une publication française dans le New England Journal of Medicine en 2008, mais également la stimulation du striatum ventral et notamment du nucleus accumbens qui ont permis de montrer que la stimulation des ganglions de la base et en particulier du striatum ventral pouvait améliorer considérablement la symptomatologie des patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Donc, vous voyez, un certain nombre d'arguments, une physiopathologie assez élaborée, des thérapeutiques. Je voudrais juste dire un mot peut-être sur la stimulation cérébrale profonde pour vous dire que cette technique est la seule soit sur le striatum ventral, soit sur le noyau subthalamique, qui permet de faire disparaître complètement des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est dire l'importance et l'influence de ce type de stimulation de structures corticales profondes. Alors, maintenant, j'arrive sur des choses évidemment que je connais moins, qui sont les pathologies addictives, mais je me suis posé la question de savoir ce qu'il en était chez des gens qui souffraient notamment de ce qu'on appelle des addictions comportementales, des addictions sans substance, et j'ai pris l'exemple du gambling disorder. Et finalement, on retrouve toujours une symptomatologie clinique qui est à peu près similaire, avec d'un côté, non pas l'obsession cette fois-ci, mais la préoccupation pour le gain, en l'occurrence, l'attrait pour le gain qui va se transformer en préoccupation pour le gain, qui entraîne de l'anxiété et, on va le voir par la suite, une détresse, la compulsion de jeu qui emmène le joueur à utiliser de façon excessive et abusive le jeu, y compris à ses dépens, et puis retour avec une compulsion de jeu qui, au contraire d'atténuer l'idée obsédante et le craving, ce matin on parlait de craving, ne va faire que l'accentuer avec un cercle vicieux dans lequel rentrent les joueurs pathologiques à leurs dépens, avec des pertes d'argent, une désocialisation et puis chasing loss, c'est-à-dire ils cherchent à réparer les pertes, mais en vain, et donc ils retombent finalement dans la même préoccupation comportementale et addictogène. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'il était écrit sur le gambling disorder, la physiopathologie. Difficulté de prise de décision, contrôle de l'inhibition sont des anomalies cognitives qui sont mises en avant dans cette pathologie. Et puis également le délai discounting. Alors le délai discounting, c'est, vous savez, c'est cette tâche qui permet de savoir si vous êtes un impulsif ou si au contraire vous contrôlez bien votre capacité à différer les choses pour obtenir un gain plus important si vous différez, plutôt qu'un gain immédiat mais moindre si vous décidez de choisir le gain immédiat. Eh bien, dans le gambling disorder, que ce soit avant ou après traitement, eh ben, cette capacité à différer la récompense ne serait pas différente, significative, ce qui pose des questions sur le traitement dans le jeu pathologique. Alors, ce qui est amusant aussi, quand on regarde un peu la physiopathologie, il y a assez peu d'études qui sont réalisées sur le jeu pathologique, encore qu'il y en a de plus en plus, des éléments sur le fait que la dopamine et la sérotonine, comme dans le TOC, sont impliqués. Et puis, ce sont les circuits, les mêmes circuits qui sont impliqués dans le système de récompense, les circuits ventraux, ceux que l'on retrouve impliqués dans le début de la pathologie obsessionnelle compulsive. Et l'évolution, eh bien, elle est similaire à celle des TOC avec de nombreuses rechutes. J'ai également regardé sur les thérapeutiques, et quand on regarde bien la thérapeutique, une fois que vous avez l'abstinence, eh bien, la première phase qui consiste à mettre à distance l'individu de cette compulsion ludique, eh bien, vous regardez les médicaments, bien sûr des antagonistes opiacés qui ont pu montrer leur efficacité, l'analtrexone et l'anaméphrène,
mais aussi des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, comme c'est bizarre, les mêmes que ceux qui sont actifs dans le trouble obsessionnel compulsif, avec l'absence d'autorisation de mise sur le marché ni aux États-Unis ni en Europe pour ces médicaments, mais pas plus pour les antagonistes opiacés que pour les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et la thérapie comportementale est également utilisée pour permettre aux patients de gérer les envies de jouer. J'ai regardé ce qu'il y avait dans la brain stimulation, pas grand-chose quand même, quelques études qui semblent montrer que dans certains cas, la RTMS peut être efficace et à la fois les méta-analyses ne font pas état de résultats significativement différents et ne permettent pas de conclure à l'efficacité de cette technique. Dernière comparaison, à comparaison du TOC avec l'addiction avec support, et donc là j'ai pris l'alcool, hein, l'utilisation, la substance use, alcool substance use, et on voit bien que la problématique est la même que ce que les TOC présentent. Au début, il y a un attrait pour l'alcool à visée de désinhibition. Et puis, rapidement, l'attrait va se transformer en craving, avec à chaque fois que vous buvez, eh bien, au lieu d'obtenir une atténuation de votre anxiété et de votre préoccupation, cela ne va faire qu'accentuer les choses. Et très rapidement, vous rentrez dans ce cercle vicieux dont on ne peut pas sortir, avec la préoccupation pour la boisson qui devient la préoccupation principale de l'individu, l'anxiété ou le craving, je ne sais pas comment le définir, la recherche compulsive, avec le cortège de conséquences néfastes qui en découlent, à savoir la perte d'argent, bien sûr, la désocialisation, je vais y arriver, la désocialisation, les difficultés médico-légales et surtout la destruction corticale et sous-corticale des patients souffrant de dépendance alcoolique. Alors, quand on regarde la psychométrie, on voit que quand même les spécialistes ont utilisé des outils qui sont quand même très comparables à la white box, avec la obsessive compulsive drinking scale, qui est maintenant utilisée dans beaucoup d'échelles comparatives lorsque l'on veut évaluer le retentissement d'une thérapeutique, et puis aussi the obsessive compulsive drug use scale, avec des troubles sur le plan évolutif qui doivent être évidemment considérés comme des troubles chroniques à pousser, avec des rémissions et avec des estimations de rechute qui sont évaluées entre 40 et 60 %. Alors, lorsque l'on regarde sur la physiopathologie de l'addiction, il y a de magnifiques articles. Il y en a que l'on attend avec beaucoup d'impatience, n'est-ce pas, Alain? Mais évidemment, il y a ce papier extraordinaire de Neuroscience of Drug Reward and Addiction de Nora Volkoff, où effectivement, on voit tout le système de récompense qui est impliqué, mais aussi beaucoup d'autres systèmes. Des réseaux avec notamment qui prennent en compte la préoccupation, l'anticipation et l'interoception par rapport aux patients souffrant de troubles alcooliques, mais toujours quand même ces boucles striato-cortico-thalamiques, cortico-sous-corticales. Si l'on regarde maintenant l'intérêt de la stimulation cérébrale, eh bien, on s'aperçoit que la RTMS peut avoir des intérêts, avec notamment sur des endroits qui ont montré qu'ils étaient atteints par la consommation d'alcool. Mais par exemple, en IRM fonctionnel, les signaux du striatum dorsal sont plus importants chez les gros buveurs par rapport aux buveurs sociaux, et une activation induite par les signaux plus élevés du striatum ventral et des zones préfrontales chez les buveurs sociaux par rapport aux gros buveurs. Si cette phrase veut dire qu'en IRM fonctionnel, vous observez exactement la même chose que ce que vous observez dans les TOC, au fur et à mesure que l'alcool prend le pas sur l'individu, les systèmes d'automaticité, les systèmes comportementaux de procédures d'apprentissage répétées vont prendre le pas sur le primum movens de la pathologie, qui est l'idée obsédante, la préoccupation obsédante de se procurer le produit ou d'être parasité par des idées obsédantes, comme c'est le cas dans le trouble obsessionnel compulsif.
Alors, je reviens juste en arrière pour vous dire que beaucoup de choses sont faites aujourd'hui maintenant dans l'usage de substances et plutôt que de présenter des études qui vont être présentées par Abraham Zangen certainement dans une minute, je voudrais juste vous montrer cet exemple, ce cas clinique de ce patient qui siège avec le casque Brainsway et qui est venu me voir une histoire d'alcool finalement assez classique, 48 ans, artisan électricien, alcoolodépendance depuis 6 ans, le premier verre d'alcool à 23 ans, père alcoolique, décédé des suites d'un cancer de l'estomac. Un lundi matin, il découvre son meilleur ami et collègue pendu dans son atelier, cette personne ayant été alcoolique de très nombreuses années. Et ce patient a la remarque suivante, il nous dit, le traumatisme était tel que cela m'a provoqué un déclenchement quasi instantané de prendre de l'alcool de l'ordre d'une bouteille de whisky par jour. Alors on peut s'intéresser sur le, le, le côté un peu auto-suicidaire de l'individu qui, voyant son ami se pendre à cause probablement des conséquences de l'alcool, lui-même va tomber dans la même pathologie. Et donc, il décrit eh bien, l'escalade, la désocialisation. On lui propose 20 séances de RTMS, c'était il y a près de 2 ans, 20 séances de deep RTMS, et aujourd'hui, le patient est sobre depuis 226 jours. Il n'a pas touché une goutte d'alcool. Alors, est-ce que c'est une thérapeutique miracle? C'est peut-être pas une thérapeutique miracle, mais c'est une thérapeutique qui peut aider, en ce sens que le casque qui est utilisé est le casque H7, le même que celui qui est utilisé dans le trouble obsessionnel compulsif, qu'il cible une structure neuroanatomique qui est l'aire singulaire antérieure et l'aire du cortex préfrontal médial, qui sont des cibles extrêmement importantes dans le trouble obsessionnel compulsif. De là à dire que cette technique est capable, de la même façon que dans le TOC, de supprimer ces préoccupations intrusives liées à la prise d'alcool, eh bien, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais qui me donne envie quand même d'essayer ça. J'ai regardé également ce que faisait la High Frequency Deep Brain Stimulation. Il y a quand même un certain nombre d'études qui maintenant proposent à des patients souffrant d'alcool, souffrant de dépendance à la cocaïne, l'utilisation de la stimulation cérébrale profonde, avec là ici quand même des limites malheureusement qui sont liées aux limites du device, du matériel qui est utilisé, qui est un matériel avec fil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour stimuler électriquement des électrodes situées au niveau du noyau subthalamique, au niveau du striatum ventral, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser des stimulations électriques qui sont connectées à une batterie qui se situe à l'extérieur de l'organisme. Donc, on attend évidemment, avec beaucoup d'impatience, soit une espèce de micro-pile ou de micro-batterie qui serait connectée aux électrodes de stimulation, soit évidemment d'autres types de stimulation, comme les ultrasons qui pourraient améliorer ces techniques-là. Voilà, j'ai juste pour vous dire que, me semble-t-il, aujourd'hui, ces techniques de neurostimulation doivent se développer dans le champ des addictions. J'espère vous avoir, en tout cas, j'espère avoir attisé votre curiosité. Quelques éléments quand même juste complémentaires. La neuroplasticité induite par la RTMS dépendrait de l'activation du cerveau au moment de la stimulation. Et il me semble essentiel, comme cela a été montré d'ailleurs par les études qui aujourd'hui sont présentées par le laboratoire Brainsway, de pouvoir sensibiliser l'individu à la problématique de dépendance à laquelle il est soumis. Et plusieurs études d'enregistrement cellulaire ont montré que les circuits cérébraux sont d'autant plus prêts à changer lorsqu'ils se trouvent en période de décharge électrique. Et ça, c'est un aspect essentiel à trouver avant que nous mettions en place l'utilisation de ce type de technique. Voilà, je voulais juste essayer de vous sensibiliser à cette continuité des symptômes qui existent entre les pathologies du spectre obsessionnel compulsif et les pathologies addictives, le parasitage de la pensée, les défauts de prise de décision avec le délai de discounting,
la compulsivité, je vous rappelle la définition, une tendance à accomplir des actes de manière répétée et habituelle pour éviter les conséquences négatives perçues, bien que l'acte lui-même puisse entraîner des conséquences négatives. Et les conséquences pour le TOC, mais encore plus pour les addictions, sont sévères, comme j'ai pu l'illustrer au cours de ces quelques minutes. Voilà, ça c'est l'équipe de recherche de l'ICRIN, de l'infrastructure clinique de recherche en neurosciences de l'Institut du cerveau que je coordonne à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, en articulation avec l'hôpital Saint-Antoine. Et nous travaillons notamment sur des problématiques de ce type-là. Je vous remercie de votre attention. Merci de ta présentation. Thank you for your presentation. If you have questions, I have one. I would like to go back. Vous écoutant, spécialiste de la DBS pour le TOC, dans des discussions âpres, mais toujours amicales et sympathiques sur le choix de la cible, où on était avec, dans le cas de la stimulation cérébrale profonde, avec une précision, j'aurais tendance à dire une ultra précision de stimulation. Et les premières études, dont aucune n'a donné d'approbation FDA ou autre pour le TOC avec la RTMS, avec des bobines qui étaient assez focales, avaient différents choix de cibles qui étaient répartis entre l'aire motrice supplémentaire, le cortex préfrontal, autre, avec des discussions, enfin, peut-être pas des discussions aussi âpres, mais une discussion sur le choix de la cible. À ton avis, le fait qu'on ait un outil comme le H7 qui va effectivement cibler de façon contemporaine un certain nombre de cibles simultanément, est-ce que c'est une partie de la solution ou est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Alors, c'est en tout cas l'argument qui est donné par Brainsway en disant ben, on va stimuler plus de cibles neuroanatomiques pour avoir un effet plus performant. Ça, c'est la logique de l'entreprise pour ce qui me concerne. Et autant dans la stimulation cérébrale profonde que dans la RTMS, je pense que plus on est précis dans la cible que l'on va localiser, et plus nous allons trouver des thérapeutiques qui soient adéquates. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il va falloir de plus en plus à la fois personnaliser la stimulation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons développé un neuronavigateur, et c'est aussi la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur la nécessité, lorsqu'on le peut, d'utiliser un neuronavigateur. Donc je dirais que la force aujourd'hui de Brainsway, c'est pas la localisation précise de la cible, c'est sa capacité en tant qu'outil électromagnétique d'aller plus en profondeur vers les structures sous-corticales. Et ça, aujourd'hui, c'est la seule technique qui puisse permettre justement d'aller en sous-cortical. L'autre technique, évidemment, c'est la technique de stimulation cérébrale profonde à haute fréquence, mais celle-là, c'est une technique invasive. Et aujourd'hui, pour des patients qui présentent quand même, enfin, c'est pas si simple que ça, de proposer une intervention chirurgicale à des patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, voire même d'addiction, parce que l'on sait que beaucoup d'autres facteurs vont leur permettre d'arrêter ça. Donc, moi, je plaide pour une précision la plus importante de la cible neuroanatomique pour que l'on soit le plus précis sur ce que nous faisons avec nos patients. Merci, merci pour ta réponse. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Sinon, tu m'as donné la transition toute faite d'un inventeur à l'autre. Alors, Bruno Millet est fondateur d'une société Cinéica qui effectivement a mis au point et commercialise un neuronavigateur, et le professeur Abraham Zingen qui est inventeur du concept du H-coil et qui est actuellement professeur de neurosciences à l'université Ben Gurion, a aussi beaucoup travaillé à la fois sur le TOC et aussi sur les addictions. Et le parallèle, effectivement, il est existant. Et c'est vrai que c'est avec les H-coil
que le plus grand nombre d'approbations FDA sur sur ces derniers temps a eu lieu, notamment dans le TOC, l'addiction au tabac. Et on s'attend tous, après le dernier congrès de Brain Stimulation à Lisbonne, que la prochaine approbation FDA soit sur l'addiction à l'alcool. Donc, du coup, je laisse la parole au professeur Abraham Sangen. Encore merci de votre participation à ce séminaire cet après-midi. Hello, everyone. Do you hear me? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci de m'avoir inventé à cette conférence et je suis désolée de ne pas être là en personne, étant donné la situation en Israël. Je vais parler du développement de la stimulation cérébrale pour le traitement des addictions et je vais parler de l'histoire, en commençant par les études sur l'animal que nous faisons depuis des années et que nous poursuivons pour mieux comprendre la mécanique, comment ça peut, comment ça fonctionne dans les modèles animaux. Et ça a été développé, ça a été approuvé par la FDA pour l'addiction au tabac. Je vais vous parler de nouvelles études qui vont être publiées sur la stimulation, sur la neuroconnectivité chez l'homme, chez les patients alcooliques, pour essayer de mieux comprendre le mécanisme de comment des multiples sessions de stimulation cérébrale peuvent affecter la neuropathologie de l'alcoolisme. Tout d'abord, la théorie que nous avons développée en 2007 chez l'animal, la, la stimulation cérébrale peut modifier les circuits. Ça a été mentionné par Bill Cameron. À l'époque, je travaillais à l'Institut national de santé au NIDA sur l'addiction aux drogues avec Rose Weiss, qui était l'assistant directeur, et Bill Callison. Ils ont montré, avant que je n'arrive, que quand vous faites de la récompense, si vous implantez des électrodes dans les rats et vous faites euh, on leur, ils appuient pour se stimuler, ça, et il y a un effet de récompense très fort. Et si on regarde l'évolution, le changement moléculaire, certains sont à l'opposé du changement qui est dans d'autres addictions comme l'exposition à la cocaïne. Donc ça conduit à l'idée que si nous stimulons le système de récompense du cerveau, on peut provoquer des effets opposés à celui du processus de l'addiction. Et peut-être par là, on peut modifier les comportements addictifs. Et quand je suis revenu et que j'ai établi mon laboratoire, après 4 ans aux États-Unis, nous avons commencé ces études. Et si vous voulez en savoir davantage sur ces mécanismes, pas seulement dans l'addiction, il y a une revue très complète pour voir ce qui sous-tend les mécanismes qui peut générer des changements à long terme dans la plasticité synaptique et la plasticité de la myéline. Je vais Par une imagerie, on peut voir cette plasticité chez les patients alcooliques. Et j'en parlerai à la fin de ma présentation. Un autre concept dont je dois parler, c'est que avant la stimulation, l'activation des réseaux cérébraux pertinents en utilisant la provocation, par exemple, un rappel de mémoire déclenché par des cues, on induit le craving. Si on active ces circuits, si on active l'obsession, on est plus susceptible d'affecter les circuits pathologiques. Parce qu'on sait, d'après des études scientifiques, on sait que la stimulation
peut modifier les circuits des neurones lorsque les circuits sont actifs. Au repos, non, les effets ne seront pas à long terme. Donc, pour vraiment modifier les circuits, il faut les activer et ensuite, ils sont plus susceptibles d'être modifiés. Comme c'est plus facile de changer, de modifier une mémoire après qu'elle ait été enregistrée. On ne peut pas la modifier sans se souvenir. Donc, ça, c'est une introduction à ma présentation. Et bien sûr, il faut que je mentionne, dans le cas des addictions, les zones qui sont beaucoup d'études montrent en réponse aux cues qui provoquent le craving. Donc, plusieurs addictions, toutes les addictions, héroïne, alcool, cigarettes, on voit les zones là qui sont activées après la présentation de drogue qui augmente le craving chez le patient. Maintenant, je reviens à l'étude chez l'animal et l'historique. Dans la première étude, nous avons utilisé un simple modèle chez les rats qui s'appelle le modèle de sensitisation psychomotrice. Quand on injecte des amphétamines chez les rats, par exemple, ou de la cocaïne, après 2 semaines, on injecte pendant 1 semaine une certaine dose et on les prend après 1, 2 ou 3 semaines et vous testez l'effet de cette dose et vous voyez une sensibilisation, une réponse augmentée à cette même drogue. Donc, on sait qu'avec des sessions multiples, la plupart, pour la plupart des drogues, il y a une tolérance. Mais la sensibilisation psychomotrice est un phénomène très intéressant. Vous, vous augmentez la réponse à la drogue après des sessions multiples. On utilise ce modèle pour vérifier si après 10 jours de stimulation, c'est une électrode implantée avec le même type de simulation qu'avec le TMS ou une fréquence supérieure, 15 minutes de traitement tous les jours. Et ensuite, vous testez si la sensibilisation psychométrice a été modifiée, a été atténuée. Dans le cerveau, on fait des mesures biologiques, le GLUA1, le plus on en a, le plus de pénétration. Mais voyons d'abord l'effet comportemental. Quand la stimulation a été appliquée pendant 10 jours sur l'hypothalamus, ça, donc, donc 10 jours après, et ce qu'on voit, c'est que les rats qui ont été traités avec une stimulation active, donc on voit que la sensibilisation est supérieure. On a induit une plus grande réponse psychomotrice à la même dose de cocaïne. Ces rats, c'est la première fois qu'ils sont exposés à la cocaïne. Ceux-là, il y a 2 groupes. Ils ont déjà été traités pendant 1 semaine, donc après 2 semaines, on les remet en test, on injecte la cocaïne. Ça, c'est la réponse psychomotrice. Ici, les rats déjà, ont déjà une addiction à la drogue. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on n'a pas amélioré leur addiction. Donc, ça va à l'encontre de l'idée de traitement. Ça sensibilise la réponse. Mais quand une électrode a été implantée dans le cortex préfrontal, non pas l'hypothalamus latéral, dans ce cas-là, on a un effet opposé.
la réponse à la cocaïne est atténuée. Ici, on a déjà des signaux que peut-être que le cortex préfrontal est une cible intéressante. Ça a été accompagné par des modifications dans la biochimie qu'on a mesurées dans le nucleus accumbens. Et là, nous avons trouvé des changements opposés chez les rats qui recevaient chez les deux groupes de rats. Maintenant, un modèle plus intuitif, on utilise des rats qui peuvent appuyer sur un levier. On implante une électrode dans le cerveau, mais dans la veine jugulaire, il active cette pompe et il a une addiction à la cocaïne. Et chaque fois qu'il appuie le- sur le levier, il y a un son et il sait qu'il faut appuyer pour recevoir sa dose de cocaïne. Quand on enlève la cocaïne de la seringue, après 10 jours de simulation, quand je dis 10 jours, je veux dire 5 jours par semaine pendant 2 semaines. Donc 10 sessions d'une demi-heure par jour de traitement avec des électrodes implantées. Est-ce qu'on va améliorer la réaction? Ce qu'on voit dans les 2 groupes de rats, ceux qui ont avec les électrodes dans l'hypothalamus ou le cortex préfrontal, on a atténué le comportement de recherche de cocaïne. Une fois l'addiction est présente, et un différent type de test où ils ont de la cocaïne dans la seringue, mais on teste la motivation pour consommer la la cocaïne par un ratio progressif. Chaque fois, ils ont besoin d'appuyer davantage de fois sur le levier pour avoir la dose. Au début, c'est une fois. Pour la deuxième dose, 3 fois. Pour la troisième dose, 10 fois et ça va jusqu'à 200 fois pour avoir une seule dose de cocaïne et parfois, ils sont énervés, ils veulent pas travailler, c'est dur pour une seule injection de cocaïne et nous, on mesure jusqu'où ils veulent aller pour avoir la récompense. Et quand l'électrode a été implantée dans l'hypothalamus latéral, il y avait une sensibilisation. Ils voulaient, appuyer jusqu'à 250 fois juste pour une injection de cocaïne. Mais quand c'était dans le cortex, préfrontal pendant 10 jours et la motivation était moindre. Donc on a 2 indications de 2 mesures comportementales chez les rats. Le, cortex préfrontal est une bonne cible pour la simulation. Ce n'est pas une simulation constante, mais seulement, 1/2 heure par jour. La dernière, diapo, c'est une nouvelle étude dans mon laboratoire. Je veux souligner quelques résultats. C'est un modèle plus compliqué. On teste la rechute. Ici, les rats se pressent un levier comme avant, mais on introduit une barrière électrique près du levier. Donc il y a une zone sécurisée ici, mais pour recevoir la cocaïne, pour appuyer sur le levier, il doit traverser une grille électrique. D'abord, il n'y a pas d'électricité, ensuite on met la barrière électrique et pour chaque rat, on peut mesurer quelle est l'intensité du choc qui va les faire rester dans la zone sécurisée. Le rat dit: «OK, je veux bien payer 50 $ pour de la cocaïne, mais pas 500». Donc on trouve ce seuil, savoir quelle intensité jusqu'à à partir de quelle intensité le rat arrête son addiction. Quand on connaît ce seuil pour chaque rat, ce seuil d'abstinence, on on met
une lumière, un son associé à la cocaïne. Il donc on met la lumière, le son et ce qu'on voit, c'est une rechute. Il passe sur la barrière électrique et il appuie sur la cocaïne. Ici, on envoie un modèle pour mesurer la rechute. Est-ce qu'on peut empêcher cette rechute par TMS ou par, des électrodes, en stimulant le cerveau? Donc, le prélimbique ou le internal limbic, c'est 2 parties du cortex. Là, ici, on a une rechute de 80. Ici, heu, en gris, 70 et là, une couche plus profonde du cortex préfrontal. Là, on a une réduction importante du taux de rechute. Dans ce cas, ici, on avait des mesures physiologiques. Les électrodes vous permettent de mesurer l'activité dans le cerveau pendant la session. On n'a pas d'unité, mais on comprend un peu les mécanismes de ce qui se passe. On mesure la puissance des des ondes delta, theta, alpha, au moment où ils ont le craving par rapport aux sessions sans lumière et sans son. On voit on voit comment, l'activité cérébrale est modifiée et dans le groupe ici, le groupe, intralimbique, on voit qu'il y a une augmentation pendant la session quand il y a le Q et le bruit et le son dans les ondes faibles delta, theta et alpha. Ça indique une réduction de l'activité dans le cortex intralimbique à cause de la stimulation. Donc, notre stimulation a pu réduire l'activité dans cette zone profonde du cortex préfrontal et ici dans ces ondes-là, ça peut être associé à une réduction du comportement addictif ou des rechutes. C'est ce qu'on a trouvé chez les animaux. Je veux vous montrer maintenant comment cela se traduit chez l'homme. La première étude qu'on a fait chez l'homme, avant, nous avions l'approbation pour le Deep TMS. On on utilise ça chez les fumeurs. On a on a étudié l'addiction au tabac d'abord. Les sujets essayaient d'arrêter le tabagisme. On utilisait la même fréquence qui était effective. On a implanté des électrodes avec des sessions quotidiennes de 10 hertz pendant plusieurs semaines. On a fait des mesures objectives et subjectives. Objectives, c'est les échantillons d'urine et nous avons une provocation des symptômes avant la stimulation. Maintenant, on fait la provocation en on leur montrera des images de fumeurs ou des vidéos qui provoquent le craving pour la cigarette. Dans le groupe témoin, on avait des des images neutres, ou des images de fumeurs avec ou sans provocation. Donc on a 4 groupes. Groupe actif et le groupe témoin et on voit si la provocation affecte le traitement. Donc 10 jours de traitement, comme ce qu'on a fait chez les rats, 4 groupes de sujets. Ici, c'est les réponses, subjectives, ce que déclarent les sujets. Ils réduisent c'est réduit, ce qui re chez tous les groupes, il y a une réduction. Qu'il y ait des cues ou non, s'il y a eu des provocations ou non, c'était un résultat très décevant. Avec le traitement actif, avec la provocation, on avait la meilleure réduction, mais ce n'est pas, très
très, très impressionnant. Tous ces sujets sont motivés et veulent arrêter de fumer. Ils veulent, et after 10 jours, ils fument moins. Mais pas de différence entre les groupes. Mais si on regarde les échantillons d'urine, vous voyez que le groupe active, ceux qui reçoivent une vraie simulation, ont, ont des résultats différents. C'était une grande différence entre ce qu'ils signalent eux et, et quelles sont les vraies valeurs. Donc, ils pensaient avoir réduit le tabagisme, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas et ils ne veulent pas se tromper eux-mêmes, mais c'est juste que on apprend que les sujets, même dans le groupe témoin, ils fument moins de cigarettes, mais ils les fument jusqu'au bout, ils inhalent davantage. Chaque cigarette qu'ils fument, ils la fument complètement, ils inhalent beaucoup plus. Donc en fin de compte, il n'y a pas de réduction de nicotine, même s'ils fument moins de cigarettes. Et dans le groupe actif, il y avait vraiment une réduction. Le problème, qu'il n'avait pas de cessation du tabac. Mais on sait qu'après un certain temps, si on réduit le nombre de cigarettes et qu'on ne s'arrête pas complètement, vous allez revenir au niveau de consommation précédent. Après 6 mois de suivi, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Donc c'était avec le 8 coils et on a également le H4, la bobine H4. Ici, vous voyez, on a une nouvelle étude avec des simulations avec ou sans les cues. Vous voyez ici le groupe témoin. Il y avait une simulation à 1 Hertz ou 10 Hertz. Nous avions en tout 6 groupes et la réduction était très, très intéressante dans le groupe à 10 Hertz. Là, c'était avec une bobine H4 avec le Deep TMS. Et pardon, ça, c'est les niveaux de continine. Ça, c'est la réponse des sujets. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on a eu dans ce groupe, des personnes ont arrêté le tabagisme, dans le groupe à 10 Hertz. Et il y a eu une réduction aussi sans les cues. Donc, il y a un avantage à ajouter la provocation, mais ça marche aussi sans provocation. Et si on regarde au taux de cessation complète du tabagisme, après 6 semaines, c'est surtout dans le groupe à 10 Hertz, comme chez les rats. Et avec moins d'une demi-heure par jour et près de 40 de cessation de la cigarette. Et après 6 mois, des mesures de la cotinine, on voit ce groupe ressort. Donc ça, c'était la base d'une étude multicentrique. On a pris ces résultats, on a dit: «Maintenant, faisons une grande étude dans plusieurs centres dans le monde pour voir si si ça fonctionne avec les 10 Hertz avec la provocation par rapport au groupe témoin». Ça, c'est les différents centres dans le monde qui ont participé, à l'étude. Nous avions 2 groupes à 10 Hertz et le groupe témoin, les 2 avec des provocations, procédures d'exposition au tabagisme. Nous avions 12 sites aux États-Unis et 2 en Israël. Nous avons recruté 427 sujets, et nous en avons enrôlé 262. Heu l'âge moyen de 26-27. Ils ont essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer. Ils ont essayé plusieurs types
de traitement, 68% ont, ont, ont échoué après au moins 3 tentatives. Ils n'ont pas pu arrêter de fumer par des médicaments, des drogues ou autre chose. Et en moyenne, ils fumaient un paquet par jour, des cigarettes partout, dans le groupe actif et le groupe témoin. Ici, on l'a testé on a fait une étude multicentrique avec la FDA et on voit il y a eu l'approbation de la FDA, mais si vous regardez les résultats, ils ne sont pas très prometteurs. Ils sont très bons en termes le groupe actif par rapport au groupe témoin, ça c'est très clair. L'effet après 3 mois et ça c'est avec la mesure objective de la cotinine. On voit une différence très claire avec la simulation active et le groupe témoin, mais les taux ne sont pas très impressionnants. Vous voyez ici 25, c'est c'est la quantité de patients qui ont arrêté de fumer pendant 3 mois. Donc on parle de 3 mois et demi de cessation du tabac et c'est vraiment, très différent entre les 2 groupes et ils ont continué l'abstinence et ils n'ont pas fu fu et ils ont arrêté complètement, on considère une cigarette comme une rechute, donc ils ont complètement arrêté de fumer et ça a conduit la FDA à donner son approbation. Donc c'est un traitement qui existe dans de nombreux pays et peut-être que bientôt, on pourra le voir aux États-Unis, comme pour la dépression. Ce qui est le plus intéressant dans cette étude, c'est qu'on a pu prédire qui allait arrêter de fumer et qui n'allait pas arrêter. Dans une analyse, post-hoc, on a eu une mesure du craving qui est très intéressante. Il y a différents, types de mesures du craving, mais c'est comment vous souhaitez ça? Vous voulez une cigarette maintenant, mais jusqu'à quel point? Donc on mesure ça. Nous avons une, ligne de référence. Ensuite, on fait un craving induit par une cue. Ensuite, on fait la simulation. Donc on a un questionnaire. Ici, après le craving, il y a des cravings. Ensuite, après la simulation, en moyenne, ceux qui reçoivent une simulation active ont réduit leur craving par rapport au groupe témoin. Ici, il y a une réduction, mais par rapport à la ligne de référence, vous voyez que ceux qui reçoivent la simulation active ont moins de craving que le groupe témoin. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a prédit ici, c'est que d'après la réduction du craving après la simulation, nous savons dès la première session qui va arrêter de fumer et qui ne va pas arrêter. Pas un par un, mais avec un bon niveau de prédiction. Donc plus l'effet sur le craving est important à la première session, plus ils ont de chances d'arrêter de fumer après 3 semaines de traitement, d'après les mesures de cotinine et les mesures objectives. Vous voyez la réduction du craving, c'est la même chose que pour le groupe témoin, mais c'est davantage pour le groupe, témoin. Mais dans la première session, la réduction du craving peut aider à prédire ceux qui vont arrêter de fumer. Ça, c'était un résultat très intéressant que nous avons publié. Maintenant, le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est les nouvelles études qu'on fait sur, l'alcoolisme. Ça, on fait en coopération avec,
nos collègues suédois pour une étude aux États-Unis. C'est un consortium parrainé par Horizon en 2020. On a testé le coil dans l'insula, par le cortex préfrontal, mais directement dans l'insula, dans le coil H8, par rapport au coil H7 qu'on utilise pour le traitement des TOC. Donc, on a testé 2 différents sites, le même protocole dans ces études, 2 différents types de stimulation. Voici les chiffres. Il y a 2 différentes études. Pardon, nous avons des sujets alcooliques qui souhaitent cesser de boire et nous avons donc l'exposition à l'alcool et donc nous avons suivi des traitements tous les jours et nous avons fait un suivi de 3 mois afin de voir les résultats. Et bien sûr, la question qui se pose dans ces études, c'est de voir si ces sujets peuvent maintenir cette cessation de l'alcool. Nous avons voulu avoir des échantillons objectifs afin de voir si ces sujets avaient effectivement cessé de boire. Donc voilà, ces 2 études, nous avons là des provocations, comme par exemple le fait de verser la boisson alcoolisée dans le verre. Et puis on a donc présenté cette boisson à ces sujets. Donc voilà la provocation tous les jours alors qu'ils recevaient cette stimulation. Donc voici les résultats pour avec l'utilisation de notre coil 8 et nous voyons des résultats assez décourageants. C'est vrai que nous avons une réduction de la phase de boisson aiguë, c'est-à-dire qu'il y a une induction, une motivation à s'arrêter. Cependant, il y a quand même une hausse à nouveau au cours des mois de suivi et puis il n'y a pas de différence entre le groupe fictif et le groupe qui a reçu le traitement. Et puis nous avons également donc un autre groupe ici où il y a dans ce cas-là une séparation entre le groupe fictif et le groupe actif. Nous voyons ici, c'est les effets sur le alors que précédemment, c'était les effets sur le cortex insulaire. Ici, nous avons donc les effets sur le gyrus singulaire antérieur. Et voici cette réduction dans le groupe actif. Cependant, cette reprise dans le groupe fictif, nous avons ces 5 mois de suivi, les visites, ainsi qu'une hausse graduelle du groupe fictif. Maintenant, si l'on mesure le craving, nous voyons une réduction, ensuite une hausse, une reprise, mais pour l'activation du coil H7, nous voyons que ceci se maintient en bas par rapport au groupe de l'intervention fictive, surtout au bout de 3 semaines et au bout de quelques mois. Nous voyons cette réduction. Les scores PAX nous montrent cette réduction dans les 2 groupes, mais dans le groupe actif, eh bien, la réduction se poursuit. Et même pendant 5 mois, cette réduction se poursuit, alors que pour le groupe d'intervention fictive, il y a une reprise du craving. Nous voyons ici en grammes la quantité d'alcool qui est donc absorbée toutes les semaines. Et nous voyons ce suivi de 4 mois et les résultats entre le groupe actif et le fictif. Donc voilà, nous avons de bons résultats pour la cible du cortex préfrontal et le cortex singulaire antérieur. Et
et aussi avec le ciblage du cortex insulaire. Alors maintenant, à quel point nous engageons la cible dans le cortex insulaire? Parce que nous avons l'hypothèse que l'alcool est impliqué dans le cortex insulaire et nous avons donc voulu mesurer des sujets 3 semaines avant et 3 semaines après le traitement. Et ici, nous voyons très clairement qu'il y a un engagement de la cible avec l'induction des deux groupes, du groupe fictif, du groupe actif, la connectivité entre le cortex insulaire et d'autres régions cérébrales, par exemple le gyrus singulaire droit, le précuné gauche. Et voilà, nous avons donc comparé les deux groupes. Nous avons vu des changements de connectivité qui nous montrent qu'il y a un effet et que nous avons vraiment pu cibler le cortex insulaire, cependant sans efficacité par rapport à nos résultats cliniques, par rapport donc à cette phase d'alcool aigu. Et maintenant, dans le cas de notre bobine H7, de notre coil H7, nous avons observé des changements dans la connectivité dans le groupe actif qui montrent une réduction de la connectivité entre le cortex préfrontal médial et le cortex singulaire antérieur. Donc une réduction, alors que dans le groupe fictif, il y a une tendance à la hausse au cours de ces 3 semaines de traitement. Donc, nous voyons cette réduction de la connectivité dans le groupe actif. Aussi, entre la partie dorsale du cortex antérieur singulaire, il y a une réduction chez le groupe actif par rapport au groupe de l'intervention fictive. C'est-à-dire que nous avons 2 changements biologiques qui sont induits par ce traitement et qui seraient associés avec l'efficacité clinique de cette manipulation. La dernière chose qui n'est pas encore publiée, mais je vous donne quand même brièvement quelques coups de pinceau, c'est ce que nous avons appris par rapport à l'imagerie des tenseurs de diffusion, DTI. Alors, je vous dis à titre d'introduction que par rapport à l'imagerie des tenseurs de diffusion, il y a une réduction fractionnelle et des isotopes après le retrait de l'alcool. C'est-à-dire qu'avec le sevrage de l'alcool et au cours de l'alcoolisme, se produit une réduction de l'anisotropie fractionnelle, une réduction de la connectivité, une réduction dans différentes régions cérébrales. Et c'est ce que nous avons retrouvé chez des modèles animaux, des rats qui consommaient de l'alcool. Donc, ceci indique qu'il y a cette perte de connectivité entre les régions. Mais maintenant, nous avons pu répliquer ces résultats dans notre étude. Et sans entrer dans les connexions entre groupes actifs et fictifs, Abraham, vous avez 2 minutes, il vous reste 2 minutes, si vous voulez bien faire le bilan. Je vais prendre 1 minute et demie. Donc voilà, ici, nous voyons que nous pouvons répliquer ces résultats. Cette réduction de l'anisotropie fractionnelle qui suggère que cela peut contribuer à la rechute et par rapport aux résultats du groupe actif et du groupe fictif, c'est très intéressant. Nous avons cette stimulation et cette réduction de la plasticité. Et dans le groupe fictif, le sujet était capable de restaurer et d'éviter la réduction de cette plasticité après le traitement, ce qui montre qu'il y a un autre mécanisme avec la stimulation répétée qui peut changer les pathologies de l'addiction à l'alcool.
Et voilà, je passe ceci, je vais à la conclusion directement. Ce que nous avons appris, c'est que la bobine H4 cible des LPFC et le cortex insulaire, et cela est efficace pour l'addition pour le tabagisme, mais il n'y a pas de soutien pour l'efficacité de la bobine H8 par rapport au cortex insulaire sans DLPFC. C'est difficile de stimuler le cortex insulaire avec la bobine H8 et nous aurions besoin du cortex préfrontal dorsolatéral avec le cortex insulaire plutôt que seulement le cortex insulaire. Mais c'est vrai que nous avons devant nous des signes très prometteurs par rapport à ce coil et au potentiel thérapeutique de cibler ce cortex préfrontal et le cortex singulaire antérieur. Et si ceci est répliqué dans des centres, dans des études multicentres, eh bien, cela pourrait donner lieu à de nouveaux traitements. Et bien sûr, nous avons déjà entendu d'autres études à ce sujet avec différents sujets, avec différentes indications et différentes collaborations. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont aidé, y compris le professeur Marc Georges, et puis pour les études également sur l'alcool, eh bien Santiago Canals également, et puis tous les membres de mon groupe, je vous remercie et je suis désolée de m'avoir étendu un petit peu trop. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante. J'aurais deux courtes questions. Éventuellement, si la salle a une question. J'aurais une question technique qu'on a déjà un peu abordée il y a quelques années. Nous étions à Royan. Une autre façon de faire de la deep TMS, c'est avec un double cone coil, une bobine en double cône. Par contre, en termes de confort, c'est très différent. La bobine en double cône est assez douloureuse à des intensités thérapeutiques. Comment expliquer très simplement le confort avec la H-coil? So can you translate? I think I guess what you asked, but if you can translate it to English. Oh, yes. Oui, j'imagine que j'ai compris la question, mais bon, il y a quelques années, c'est vrai que nous avions parlé de cette bobine double cône, mais elle est douloureuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la bobine H est confortable? Eh bien, avec une bobine à double cône, on ne peut pas atteindre les mêmes points qu'avec la bobine H. Et c'est la raison donc pour cette douleur dans le cas de la bobine à double cône, il y a une intersection entre les deux boucles et ceci produit eh bien une intersection très forte et un champ très très fort et à cause de la distance et de l'intensité, eh bien il faut une intensité très forte pour atteindre la zone ciblée. Dans cette bobine, par contre, la structure est beaucoup mieux distribuée et l'idée de la bobine H, c'est de distribuer le volume, de distribuer les câbles dans la structure de la bobine afin qu'il n'y ait pas d'intensité locale sur le crâne. C'est-à-dire que c'est différent, on peut arriver, disons, plus loin, plus profond, mais que ce soit moins douloureux. Donc, tout compte fait, nous arrivons à des points plus profonds, on stimule plus, ce qui peut être quand même un désavantage pour des fins de recherche, mais cliniquement, c'est vrai que nous avons un plus grand volume de stimulation. C'est moins focal, mais c'est plus efficace par rapport au titrage. Merci, merci beaucoup. Peut-être une question, Abraham. Quand vous dites, et si j'ai bien compris, donc la bobine H fonctionne pour le sevrage du tabagisme,
Et c'est celle qui cible le cortex insulaire, mais ça ne cible pas le cortex dorsolatéral préfrontal. Alors, comment expliquer cette divergence entre les résultats entre la bobine H8 dans ce sens? Oui, je vais être plus précise. La bobine H4 cible le cortex dorsolatéral et le cortex insulaire. C'est une bobine très grande qui produit une stimulation latérale jusqu'à l'insulaire. Par contre, la bobine H8, elle a été conçue après consultation avec Mark Husseling, afin d'éviter la stimulation du cortex dorsolatéral et préfrontal pour cibler plus directement le cortex insulaire. Et c'est celle-ci qui a échoué. Et l'explication que nous avons pour cela, c'est que nous avons peut-être besoin du cortex dorsolatéral préfrontal. Ça fait peut-être partie de ce dont nous avons besoin pour avoir des résultats cliniques. Et la stimulation de l'insulaire, tout simplement, n'est peut-être pas suffisante. C'est une réponse probable. Et l'autre possibilité, c'est que le cortex insulaire soit très profond et qu'on arrive seulement à stimuler une partie de cela et que donc tout ce que l'on mesure sur le cerveau, on peut arriver à atteindre le cortex insulaire à un tiers, c'est-à-dire pas à son entière capacité. C'est peut-être les deux raisons qui expliquent pourquoi cela ne fonctionne pas pour l'alcoolisme, cependant ça fonctionne pour l'addiction à la nicotine. Il y aurait peut-être une autre explication, à savoir l'alcoolisme et le tabagisme sont des addictions différentes. Et voilà, on mesure le craving, on peut voir l'effet dans le craving, mais il y a peut-être aussi d'autres différences par rapport aux circuits qui sont impliqués dans ces deux addictions. Et c'est peut-être pour cela que l'une des bobines n'est pas efficace. Il y a différentes raisons qui expliquent cette divergence. Mais ce qui est sûr, en tout cas, donc c'est les résultats par rapport à la bobine H8 et l'alcool. Est-ce que cela veut dire que plus on est précis dans le ciblage de la structure neuroanatomique, plus les résultats seront meilleurs? Alors, est-ce votre position? Non, 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 ça ne l'est pas. En réalité, ma position, c'est que il faut avoir un effet sur un nombre très vaste de circuits et répéter cela au quotidien afin de faire des résultats. Parce que le cerveau est plus élastique que plastique et il va toujours revenir à la ligne de base. Et afin de changer quelque chose, c'est un petit peu, vous voyez, comme les traitements électroconvulsifs, vous n'obtiendrez jamais un résultat avec une seule session. Vous avez besoin de plusieurs sessions de stimulation de tout le cerveau, c'est-à-dire que vous devez cibler des volumes plus vastes. Et il y a différents nodes dans tous les circuits afin de produire des changements de longue durée. C'est-à-dire il faut être très spécifique, c'est vrai, pour le ciblage et c'est intéressant pour la recherche, mais si vous voulez des résultats cliniques, il faut stimuler des régions plus vastes du cerveau. Merci, eh bien merci beaucoup Abraham et je vous souhaite, enfin je vous souhaite mes meilleurs, vous avez mes meilleurs vœux parce que je comprends la difficulté de la situation en Israël. Derek Blevins, qui travaille à New York, il est professeur assistant à la Columbia University. Il est et addictologue et psychiatre, lui, contrairement à nous. Et son domaine de recherche de prédilection, c'est la RTMS des addictions. Il va nous parler effectivement du sujet de l'addiction de la cocaïne et de la RTMS. Merci. I didn't have my translator on, so hopefully he said good things about me. Thank you for both of the previous presentations. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Elles sont excellentes et c'est vrai que cela rend ma tâche plus facile parce que vous avez déjà bien présenté le sujet. Je vais vous parler de l'évidence par rapport à l'usage de la RTMS dans l'usage de cocaïne et certaines applications
y compris donc une étude que nous avons qui a déjà été financée, mais qui n'a pas encore été menée à terme. Je vais vous parler de l'évidence pour l'utilisation de RTMS et le mésusage de la cocaïne. Voici une image qu'a montré le premier intervenant et qui nous parle des différents circuits impliqués dans l'usage de substances, dans les addictions. Et ceci nous permet de voir les cibles du traitement RTMS pour l'addiction. Il y a la partie de l'intoxication, la phase d'intoxication. Les gens commencent à utiliser des substances. Ensuite, il y a la phase d'effets négatifs. La personne utilise pour éviter les effets négatifs. Et puis ensuite, il y a la phase compulsive de l'addiction, la phase de préoccupation, d'anticipation. Et si vous voyez différentes cibles pour notre traitement RTMS par rapport aux différentes bobines disponibles et la spécificité, il y a des différences dont nous avons parlé. Il y a le cortex préfrontal médial qui est impliqué dans le craving, ensuite le cortex insulaire et puis le cortex préfrontal dorsolatéral. Et là, j'ai mis un point d'interrogation parce que il y a de l'information conflictuelle par rapport à comment le cortex dorsolatéral préfrontal module le craving. Il serait peut-être plus important qu'on ne le croit, mais il y a quand même des aspects par rapport à la médiation du craving à tenir en compte. Et puis ensuite, nous allons restaurer le contrôle exécutif. Et là, les structures ciblées seraient le cortex dorsolatéral préfrontal et le cortex antérieur singulaire. Et puis, il y a un troisième élément dans tout cela, dans le circuit des addictions, qui consiste à gérer les émotions négatives et la réponse au stress. Et je pense que la réponse à tout cela consiste à améliorer le contrôle du craving, le contrôle exécutif. Ces zones cérébrales qui sont affectées, eh bien, il y a une partie du boucle qui implique des structures cérébrales beaucoup plus profondes que l'on ne peut pas cibler directement, mais que l'on pourrait peut-être cibler au travers de structures plus superficielles du cerveau. Nous avons donc une révision de la littérature par rapport à l'usage de substances. Il y a certaines études qui ont élicité le craving, qui disent qu'il peut être induit par des provocations, par des signes ou par exemple par l'odeur. Et ici, il s'agirait d'arriver à un état dysfonctionnel. Aussi, il y a d'autres études qui ont utilisé le RTMS sans cette exposition à la provocation. Mais la plupart des études aujourd'hui nous ont montré que la stimulation de haute fréquence ou la stimulation excitatoire par rapport à par opposition à la stimulation de faible fréquence a donné des résultats cliniques positifs et a réduit également l'hyperactivité dans certaines régions cérébrales liées à l'addiction. C'est des études aussi qui portaient sur les TOC et qui nous montraient que la RTMS de faible fréquence avec l'OCDE serait efficace, donc avec le TOC. Et quand on a fait le suivi de ces études, on n'a pas inclus le groupe à faible fréquence. Donc, il n'y a pas vraiment de protocole qui utilise cette stimulation de faible fréquence. Et puis, nous avons discuté par rapport à la figure 8, à ces bobines qui sont plus sélectives, plus superficielles. Et ensuite, il y a les bobines H qui sont moins sélectives et qui arrivent plus profond. Donc, qui approfondissent quelques centimètres dans le cortex. En tout cas, par rapport au mésusage de substances, les résultats préliminaires sont similaires. Nous avons parlé de l'engagement de certaines cibles, ce qui inclut de voir l'imagerie fonctionnelle par IRM en repos ou le test neuropsychologique pour mieux comprendre le mécanisme de la RTMS.
Mais c'est vrai que cela peut ajouter des complications quand il s'agit de faire des recherches et des essais cliniques parce que c'est difficile de recruter cette population, c'est difficile de les maintenir dans les études. Et aujourd'hui, les essais n'ont pas démontré un engagement d'une cible claire. Voici une autre façon de voir les structures cérébrales impliquées. Voici un article qui a parlé des études existant jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, mais la raison pour laquelle j'inclus donc cet article, c'est parce que nous devons penser à la profondeur des stimulations, c'est-à-dire nous comparons la H8 et l'autre bobine et nous voyons que ces régions cérébrales potentielles sont à 20 millimètres du crâne et on voit que certaines de ces régions peuvent être ciblées par une bobine H8, mais d'autres ne peuvent pas. Et c'est là où la bobine H intervient. Et puis, il y a d'autres régions qui sont importantes pour l'addiction, comme le striatum ventral, qui ne peut pas être ciblé par aucun des dispositifs actuels. Voici les études qui existent aujourd'hui pour cibler le cortex préfrontal dorsolatéral lié à l'alcool et puis le cortex antérieur singulaire, alcool et cocaïne, et l'insulaire, alcool et cocaïne. Je vais résumer maintenant les études qui sont faites pour la cocaïne spécifiquement. Et pourquoi est-ce que la cocaïne est une substance importante à étudier? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas de traitement efficace pour l'usage de cocaïne. Et de nombreuses études montrent une combinaison de méthodes d'intervention ou d'intervention fictive. Nous voyons que les échantillons sont toujours assez bas. Le plus haut, c'est 147. Et puis le plus bas, c'est 16. J'ai mis en vert les résultats positifs des études et en rouge les études qui ont donné des résultats négatifs. Eh bien, nous voyons ici les résultats des différentes bobines. Il y a quelques études qui nous montrent de meilleurs résultats par rapport à l'état émotionnel, à l'anxiété, au sommeil. Et l'étude que je marque en rouge, c'est l'étude qui montre une réduction du craving, mais le taux d'abandon était très élevé, ce qui n'est pas surprenant chez les cocaïnomanes. Cependant, il n'y a pas de différence dans les tests de l'urine. Et les deux groupes disent avoir réduit l'usage de la substance. Et puis, pour les études qui ciblaient le cortex préfrontal dorsolatéral, nous avons cette étude qui utilise une stimulation différente, excitatoire, et cela réduit la consommation de cocaïne, mais c'est une étude avec une cohorte très faible. Et puis ensuite, l'étude sur la bobine H1 pour la dépression massive. Le premier résultat a montré qu'il n'y avait pas de différence dans l'usage de la cocaïne et puis une analyse secondaire nous a montré que le groupe actif a réduit son craving au bout de 3 mois. Et puis notre étude qui a montré encore donc cette réduction du craving. Donc le cortex préfrontal dorsolatéral serait une bonne cible pour la cocaïne et il paraît donc que les sujets réduisent leur usage de cocaïne, mais nous avons besoin de plus d'études pour vérifier cela. Une autre cible, c'est le cortex insulaire. Nous l'avons vu pour le tabagisme. Et l'essai n'a jamais réussi à avoir l'approbation de la FDA. Nous avons utilisé ici la bobine H4. Nous l'avons comparée avec à la TBS et puis à la haute fréquence. La TBS peut se faire dans une courte période de temps avec des séances multiples. Cela réduit la durée totale du traitement.
et les résultats sont une réduction comparable de la consommation et du craving. Par conséquent, nous ne savons pas grand-chose finalement sur le potentiel du ciblage du cortex insulaire. Donc, plus d'essais sont nécessaires. Et la dernière cible que je vais citer, et puis après je vous parlerai de l'étude que notre groupe a fait, c'est de cibler le cortex antérieur singulaire et le cortex préfrontal. Donc, voilà une étude avec la figure 8 qui a été approuvée par la FDA. Et il y a eu des études initiales qui ciblaient ce cortex préfrontal médial en utilisant la figure 8. Et là, ils utilisaient la stimulation inhibitoire, c'est-à-dire la CTBS, donc qui est inhibitoire. Et les participants, dans ce cas-là, subissaient des IRM pour voir en même temps où allait cette stimulation. Cela n'a pas montré de bons résultats par rapport au craving, c'était décourageant et il y avait des changements dans la région ventrale striée. Et puis une étude du docteur Martinez en utilisant la bobine pour TOC pour différents groupes, un groupe sous haute fréquence, faible fréquence par rapport au groupe fictif. Et voilà, c'était un paradigme différent de ce que nous avions vu. C'était dans un entourage de laboratoire et je vous en parlerai plus, mais en tout cas, dans cette étude, le groupe de haute fréquence a réduit son choix de substance, la cocaïne fumée, dans le groupe à haute fréquence seulement. Et puis, il n'y a pas eu de changement pour le craving. Et nous avons vu quand même, comme je dis, cette réduction du choix de substance. Donc, le cortex préfrontal médial s'avère important pour les cravings, mais c'est très difficile de le cibler avec la bobine de figure 8 à cause de l'anatomie. Et puis, ça peut être assez douloureux. Et cette région cérébrale vaste du cortex singulaire antérieur et du cortex préfrontal médial serait une bonne cible pour les cravings et pour le contrôle exécutif. Mais quelque chose qui n'est pas survenu au cours de toutes ces interventions, c'est le mot convulsion lié au sevrage et lié à ce traitement. Mais c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on parle d'usage de substances. Et l'une des études qui a été présentée par rapport à l'alcoolisme, et les participants interrompaient le traitement s'il y avait des rechutes et c'était vraiment un haut pourcentage de patients. Donc voilà, c'est pas un problème insignifiant. Et nous ne parlons pas là de convulsions liées au sevrage, mais il y a peut-être cet aspect qu'il faudrait considérer. Et voilà, ceci devrait être considéré dans des études à venir. Ici, nous avons la bobine H7 qui sera utilisée dans 3 groupes différents, haute fréquence, faible fréquence, fictif. Et c'est pour des personnes qui ne cherchent pas des traitements pour la cocaïne, mais elles ont reçu ce traitement avec la bobine H7. Et ils doivent passer par quelques jours, 3 ou 4 jours d'abstinence, et puis ils doivent faire un choix pour la session de la cocaïne avant de recevoir ce traitement RTMS. Et après, ils reçoivent 4 séances de RTMS à fréquence faible, élevée et fictive. Et puis ensuite, ils ont les autres séances additionnelles, idéalement 15. Et puis ensuite, ils abandonnent le groupe. Donc voilà, nous avons donc ces 40 minutes pour l'évaluation initiale. Et puis après, il y a la dose primaire avec la
la cocaïne fumée qui est fournie de façon gratuite. Et puis après, on les stimule avec des intervalles de 40 minutes. Donc voilà, ils ont leur dose. Et au moment où l'étude était faite, eh bien, on leur donnait également 5 $, les 5 $, et ils devaient choisir entre une nouvelle dose de cocaïne ou les 5 $. Et ce que nous avons vu, c'est que le choix de la cocaïne se réduit dans le groupe qui a reçu la haute fréquence, avec un effet signifiant sur le temps. Il n'y a pas d'effet chez le groupe de faible fréquence ou le groupe fictif, et il y a une différence significative observée entre le choix fait aux sessions 2 et 3. Et voilà, c'est ce que nous avons trouvé en comparant les séances. La RTMS de haute fréquence a réduit l'usage de cocaïne entre les sessions 2 et 3, c'est-à-dire de 4 à 13 jours de RTMS. Et de toute façon, notre essai était quand même assez faible, c'était 13 participants, mais cela montre que c'est faisable auprès de la population de patients et que nous avons donc ces effets avec la bobine H7 et il y a un signe préliminaire que la bobine H7 pourrait réduire la consommation de cocaïne chez ces individus. Donc voilà, le pas suivant consiste à faire d'autres essais cliniques sur ce traitement. Donc voici notre essai, mais c'est vrai que je n'ai pas encore des données à vous fournir. Et ce que nous allons faire, c'est d'augmenter également et de standardiser la thérapie comportementale afin de également agir au niveau du cortex préfrontal. Donc, jusque-là, il n'y a pas de traitement approuvé par la FDA pour l'usage de cocaïne. Le cortex préfrontal et le cortex singulaire antérieur sont impliqués dans l'apprentissage et dans les résultats liés aux actions, le contrôle exécutif, et sont altérés chez les usagers de cocaïne et l'activation du cortex préfrontal se réduit au cours de la tâche de Stroop et ceci est associé avec un taux de rechute à la cocaïne plus rapide. Le fonctionnement cognitif plus faible est associé à de pires résultats avec le traitement comportemental cognitif et il y a de grandes améliorations par rapport à la performance Drug-Stroop corrélé à l'engagement avec ce traitement comportemental et des études chez des personnes qui ne cherchaient pas de traitement ont montré un chat réduit envers la cocaïne avec l'utilisation de la bobine H7. Voici ce que nous recherchons par rapport à notre essai. Nous cherchons à évaluer la faisabilité, la sécurité. Nous allons nous centrer également sur un mécanisme en utilisant la RTMS et nous allons également mesurer l'efficacité avec le nombre de patients qui arrivent à l'abstinence. Et avec donc 15% comme objectif de personnes qui arrivent à l'abstinence. Voici une étude UG3, UH3, ce qui veut dire que nous avons une étude de 30 participants entre les groupes actifs et les groupes fictifs. Et puis, si on arrive à établir ces points, eh bien, l'UH3 nous permettra de recruter 84 participants. Nous aurons un IRM initial et puis nous allons passer également les semaines 1 à 3, puis 4 à 15. Et nous allons voir l'amplitude de l'étude et nous allons mesurer donc les différents groupes. Ce qui s'est passé dans cette étude, c'est que nous avions un protocole qui a dû être modifié et nous allons refléter la modification de ce protocole maintenant avec cette étude.
weeks of CBT. I mentioned this concern about J'ai mentionné la préoccupation qui est la nôtre par rapport aux éventuelles crises de type épileptique. C'est quelque chose à quoi on doit évidemment réfléchir, et en particulier lorsqu'on passe d'un contexte in silico à un contexte clinique. Et on a notamment exclu les patients qui étaient gros buveurs, qui avaient eu déjà un sevrage alcoolique ayant induit un certain nombre de symptômes, utilisation d'amphétamines ou de médicaments GABAergiques, en plus d'autres exclusions habituelles, à savoir justement des antécédents d'épilepsie. Ensuite, on a réalisé des tests d'évaluation du seuil des capacités motrices au repos, et puis on a vérifié un certain nombre de constantes pour vérifier s'il y avait ou non des risques de crise. Et si aucune de ces constantes ou aucun de ces tests n'était positif, on a répété le RMT, et ou sinon si, il y avait des signes inquiétants, on n'administrait pas le protocole. On avait un protocole d'urgence avec l'administration en urgence de lorazépam intramusculaire. Et quand on avait des patients qui nous consultaient pour un traitement de TOC ou de dépression, on a le même genre de protocole, évidemment, pour éviter le risque de crise épileptique. Parmi les défis que l'on anticipait, on avait le défi du recrutement, ce qui nous a amené à changer un certain nombre de critères d'inclusion au regard de la consommation d'alcool. On sait que la consommation d'alcool, c'est une comorbidité un peu partout dans le monde, certainement, mais en particulier dans la population de New York. Et donc, il fallait que le sujet se présente 5 fois par semaine, environ 30 minutes, voire un peu plus, c'était pas évident. On avait un dédommagement qui pouvait aller jusqu'à 1 250 $ pour la totalité de la participation à l'étude. Et puis, il fallait donc venir au moins 3 semaines consécutives. On pouvait aussi, on donnait la possibilité aux patients de venir une autre semaine s'ils n'avaient pas pu se présenter la semaine précédente. Pour ce qui est de la question de la tolérabilité, notamment l'intensité de la TMS, on a réduit l'amplitude pour avoir une cible de 100 au départ, puis cette cible de 100 au départ a été réduite à 80 On avait aussi des inquiétudes par rapport à l'éventuelle non-efficacité, et donc on a augmenté le nombre de sessions de RTMS dans la deuxième phase. Dans la littérature sur les TOC et la dépression, on nous parle de 8 semaines, mais c'est vrai que 8 semaines de RTMS, c'est quelque chose de difficile à obtenir dans ce genre de population. Mais donc voici les différents paramètres que nous étions prêts à modifier. Donc en synthèse, le RTMS du pré-contexte frontal avec des bobines en forme de bidon à un chat ont démontré une forme d'efficacité pour le traitement du trouble lié à l'usage de la cocaïne, et la plupart des résultats montrent qu'il y a une réduction du craving. Le RTMS de ces deux zones a démontré une efficacité chez les personnes ne recherchant pas de traitement lorsque la cocaïne est la drogue de choix. Les résultats sur l'addiction à la cocaïne qui ont un dysfonctionnement significatif dans certaines régions cérébrales montrent qu'il y a une non-réponse ou une amélioration limitée à la thérapie comportementale. L'RTMS avec des CBT, avec une thérapie comportementale standardisée préalable, peut améliorer les déficits descendants, et par conséquent augmenter la capacité à répondre à la théorie comportementale de ces sujets. Et puis, on va peut-être pouvoir combiner cette RTMS avec des médications, même si ce n'est pas forcément aussi facile. Pardon, ce n'est pas aussi facile que prévu, en particulier lorsqu'il y a d'autres contextes psychosociaux ou d'autres médicaments, la prise par exemple aussi d'amphétamines qui peut augmenter le risque notamment de crise épileptique. We really need larger controlled Comme on l'a déjà dit, nous avons besoin de davantage d'études randomisées contrôlées de grande taille pour pouvoir notamment voir l'efficacité de ce traitement sur les patients réfractaires. Et je pense avoir respecté le temps qui m'était imparti. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Derek, peut-être vous pouvez prendre le casque. Oui. Et donc, on peut vous poser des questions en français. Est-ce que vous avez des questions pour notre collègue? Alors, peut-être, moi, j'ai plusieurs questions. Je suis surpris de voir le nombre d'études qui ont été conduites, mais vous mentionnez que certaines sont sans groupe contrôle et il n'est pas mentionné si il y a et si ce sont des randomized control trials, si ce sont des études randomisées. Pourquoi est-ce si difficile d'inclure des patients cocaïnomanes dans les essais thérapeutiques? That's a great question. Une très bonne question. Le micro est branché, oui, absolument. Je pense que la première question par rapport au RCT, c'est que la plupart de ces études sont sans groupe témoin. Le plus grand qui a été mené, c'était en Italie. Il y avait 150 sujets et là, c'était randomisé sans groupe témoin. Alors pourquoi il n'y a pas de groupe témoin? Bah, bonne question à leur poser. C'est un traitement qui est difficile à étudier parce que ça prend beaucoup de temps, et ça nécessite de la part des participants qu'ils se présentent fréquemment et et il y a des chances que pour, la bobine en 8, il est difficile aussi de créer en fait un groupe témoin avec un traitement fictif puisque donc, il faut qu'on crée un casque qui stimule, le cuir chevelu de la même manière que le véritable traitement, sans pour autant atteindre le cerveau. Donc c'est quelque chose où il est vraiment très difficile à simuler avec les bobines en 8. C'est que, mais ça c'est pour les études sur donc toujours sur les cocaïnomanes, enfin des patients souffrant de dépendance à la cocaïne. Vous précisez que ce sont des non-drug seekers. Ça veut dire que ils ne recherchent pas la cocaïne. Ça veut dire qu'ils ont un niveau d'intensité plus bas de dépendance à la cocaïne, ou non? Sorry, I missed the very beginning of that, but you're talking about in the human laboratory trial that we performed? The trial that you are going Ah. to. Oui, l'essai que vous allez mener, j'ai noté dans vos diapos que vous voulez inclure des patients qui ne recherchent pas la cocaïne. Donc qui ont une addiction à la cocaïne sans pour autant rechercher la cocaïne. Alors, cette étude en labo, on avait des participants qui utilisaient la cocaïne, mais qui ne cherchaient pas le traitement. Notre essai clinique va inclure des gens qui utilisent de la cocaïne et qui cherchent un traitement. C'est presque une psychothérapie augmentée. Est-ce que vous auriez eu envie de faire les séances de psychothérapie online pendant la RTMS où il n'y a pas de rationnel pour? Simultaneously, you mean? Yes. If you've sat in the TMS chair, Alors à partir du moment où on est dans une chaise, on a déjà de la RTMS qui est en cours. On peut bien imaginer que pour le patient, c'est difficile en même temps d'être réceptif à une séance de psychothérapie. Alors après, on peut se dire peut-être qu'on pourrait faire les choses de manière consécutive, c'est-à-dire pas simultanée, que ce soit en simultané, c'est-à-dire RTMS, puis je pense que c'est peu possible. Par contre, ce serait plutôt de manière consécutive. Il faudrait, si on veut que ce soit en simultané, il faudrait que ce soit par phase de 10 secondes entre les impulsions et créer une séance de psychothérapie, je pense que ça serait pas évident avec des intervalles de 10 à 20 secondes, de stimulation, intercalée, si vous voulez. In Nijmegen, Martin Arns
Martine Hans fait de la psychothérapie pendant le RTMS, hein, mais je ne sais pas si c'est à haute fréquence ou à basse fréquence. Si c'est un protocole à basse fréquence, c'est sans doute beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Oui, il le fait à basse fréquence. Low frequency, Ouais, c'est à basse fréquence. n'est pas utilisé, enfin en tout cas, il n'y a pas de protocole utilisant la low frequency euh, aux US, en tout cas, il n'y a pas eu de. Vous préférez plutôt de la stimulation à haute fréquence sur le cortex préfronto-dorsolatéral? I think that we don't have any evidence that low En fait, on frequency. n'a aucune preuve qui permette de prouver que la basse fréquence est efficace. Et ça vaut aussi pour la population usagée de cocaïne. Il y a une question. Peut-être que j'ai loupé l'information, mais est-ce que vous pouvez commenter sur les effets secondaires de la stimulation, en particulier chez les personnes qui ne recherchent pas le traitement et qui du coup utilisent peut-être aussi d'autres substances? Donc, est-ce qu'on a une réduction du craving? Est-ce que la résistance du craving, elle est spécifique ou est-ce qu'elle touche aussi d'autres comportements qui sont associés donc, chez ces patients donc, qui ne cherchent pas de traitement et donc sont peut-être des usagers? Question that I wish we could answer better. Excellente question et j'aimerais pouvoir mieux y répondre. Ce n'est pas facile d'étudier en une seule fois, si vous voulez, des usagers de multiples substances et on ne peut pas vraiment discriminer ce que fait le RTMS sur l'une ou l'autre des addictions. Dans un contexte de laboratoire, c'est facile parce qu'on régule l'ensemble des paramètres. Par contre, c'est difficile à traduire en essais cliniques et c'est sûr que pour les usagers de multiples substances, il est plus difficile de comprendre ce que fait réellement le traitement. En effet, ces gens peuvent fumer des cigarettes, boire de l'alcool, utiliser d'autres substances. Et donc, on a des critères, surtout en matière d'innocuité, mais aussi on veut comprendre l'efficacité du traitement sur la cocaïne. La principale préoccupation, ce sont les crises d'épilepsie ou similaires à l'épilepsie. Il y a une forte probabilité, surtout quand les gens manquent de sommeil, ont des antécédents d'épilepsie. Lorsque les personnes sont dans un contexte de sevrage alcoolique ou d'autres substances, ou s'ils prennent certains médicaments. Donc, toutes ces choses, il faut qu'on les contrôle très bien dans le cadre d'une étude clinique. Et ensuite, ça permet d'éliminer un certain de facteurs confusionnels. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Alors, j'en aurai une toute dernière. J'ai dû manquer à un passage, mais est-ce que vous contrôlez la performance du contrôle exécutif avant-après, autrement que par le drug Stroop test? Yes, it will be in this study. Oui, 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 c'est la seule chose que l'on utilise. Alors évidemment, on pourrait certainement faire d'autres tests neuropsychologiques, mais j'ai vérifié, alors j'ai prévu d'autres tests, j'ai regardé comment les usagers pouvaient les mettre en œuvre, mais c'est quand même pas évident. Et notamment ce qu'a montré le docteur Zangen, dans les études qu'ils mènent aussi de leur côté, peut-être qu'on pourra à terme montrer ce rôle sur le contrôle central. Peut-être à vous remercier pour votre excellent exposé, Merci beaucoup. Monsieur Blevins. Il nous reste à remercier Abraham Zangen d'avoir fait sa communication d'Israël. Un grand merci et à très bientôt, Abraham. Et puis, il nous reste à vous remercier, à vous, de croire au développement de cette technique de neurostimulation dans le champ des addictions. Pour ma part, je suis convaincu. Je pense que Christophe l'est, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir.